Bonjour ou rebonjour à tous. Donc, je suis effectivement heureux d'être là ce matin puisque j'ai eu l'occasion, avec Vincent, de connaître le fondateur de EVH, donc Bertrand Martin. On en parlera dans la troisième partie puisqu'il a été un pionnier, comme je disais tout à l'heure, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée, bien avant que le concept existe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Eh bien, ce matin, on va essayer de se préparer au monde de demain. Et le monde de demain va beaucoup secouer. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement au confluent de 5 grandes révolutions. Et ça, c'est un véritable changement de société. Beaucoup de gens n'ont pas compris. On pense, quand vous lisez par exemple des gens comme Nicolas Bouzou, qui a fait un très bon livre sur l'innovation sauvera le monde, vous avez des gens qui vous disent on est dans un cycle de Schumpeter. Vous savez, on remplace les moteurs à vapeur par les moteurs à essence, les moteurs à essence par l'électroménager par l'électronique, et ainsi de suite. Mais en fait, non. On est dans un méga Schumpeter. En fait, c'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire humaine. Ce qui se passe en ce moment, c'est arrivé lors du passage de l'ère agraire à l'ère industrielle. Et ça a été un bouleversement total. Relisez Dickens, relisez Zola. Dickens disait, ce qui se passe en ce moment est unique, c'est la pire et la meilleure des choses de l'histoire humaine. Il avait totalement raison. C'était effectivement, aujourd'hui, personne ne veut aller revivre en 1800, si vous avez un moyen de se téléporter sans retour, évidemment. L'espérance de vie est de 40 ans, on peut mourir d'une simple infection, beaucoup d'enfants meurent avant l'âge adulte. Vous n'avez pas envie d'aller en 1800. Pourtant, les gens de 1800 en ont énormément bavé. Justement, Dickens, Zola l'ont bien démontré, pour arriver et créer un monde qui est infiniment meilleur au point que personne aujourd'hui ne veut sérieusement aller revivre dans les conditions de vie de 1800. Donc je pense que ce sera la même chose. Un jour, on ne voudra pas revivre en 2017, je suis un optimiste, on va avoir un monde qui sera extrêmement meilleur. Le seul petit problème, on va extrêmement baver pour y arriver. Donc je suis très optimiste, mais pas forcément à très court terme. Pourquoi? Parce que justement, on a l'expérience de ça. On a l'expérience d'une mutation globale de la société. Sauf qu'à l'époque, on était à 1,5 milliard et ça concernait qu'une partie, l'Occident. Aujourd'hui, ça concerne à peu près toute la planète et on est plus de 7 milliards. Donc vous voyez que ça va bouger beaucoup. Et c'est ça au quoi il faut se préparer en tant que dirigeant ou manager ou simplement personne citoyenne humaine. Donc pourquoi il y a ces 5 grandes révolutions? La première, on va en parler tout de suite, est la moins connue. C'est une révolution conceptuelle. C'est le passage d'un monde relativement, il n'a jamais été très simple, mais relativement simple et relativement prédictible, à un monde infiniment plus complexe. Et ça, c'est une façon de dire que nos dirigeants n'ont pas forcément le bon GPS, les bons outils pour comprendre ce qui se passe et pour appliquer ces nouveaux outils dans ce nouveau monde. On va en parler dans un instant. Une révolution technologique, et cette révolution technologique pose des problèmes de fond, y compris dans un cadre humaniste comme celui de VH, la définition de la personne humaine, l'intelligence artificielle, le transhumanisme. Ce sont des choses à surveiller de très près et qui ne font que commencer. Et il y a des menaces très importantes sur beaucoup de sujets. Mais il y a aussi des opportunités extraordinaires. Entre autres parce que la révolution économique va faire passer de l'âge des machines à l'âge de l'intelligence, du savoir, des connaissances. Ça veut remettre l'homme, justement, et la personne humaine au premier rang. Parce que justement, ce n'est pas la machine qui fait la valeur ajoutée dans le monde de demain. Il faut des machines pour faire des iPhones, d'accord, mais vous savez que les Chinois, sur un iPhone, ils captent 100 $. 400 $ sont ailleurs. Pour Apple, pour les distributeurs et spécialement pour les gens qui ont conçu l'iPhone. Quand vous faisiez une voiture, 80% du prix de la voiture, c'était dans la matière et dans la chaîne de montage, au moins. Tandis qu'aujourd'hui, la matière qui est dans un iPhone, c'est 20 $. Le processus de production, ce que ça vaut, c'est 80 $. Et tout le reste, c'est les gens qui ont conçu le truc. C'est-à-dire qui ont mis de l'intelligence de façon incroyable. Dans quoi? Dans du sable. Du silicium, c'est du sable. Un circuit électronique, c'est fait avec du sable. Donc, mais du sable incroyablement intelligent. Aménagé de façon incroyablement intelligente, pour être précis. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une révolution économique. La révolution managériale, justement, on en parlera dans la dernière partie, c'est ça que VH avait instauré avec Bertrand Martin et les autres, c'est-à-dire justement cette idée que dans un monde complexe, le décideur doit devenir un facilitateur, doit créer les conditions de la créativité de ses salariés autour de lui, doit être garant de quelque chose, garant comme un chef d'orchestre, en gros, au lieu d'être un Superman qui va partout éteindre les incendies. Et une révolution sociétale, le passage de l'avoir à l'être, c'est là où on parlera des créatifs culturels. Donc voilà le programme de la matinée, il est intense, vous aurez droit à 2 petites pauses pour réfléchir après la deuxième partie, la révolution technologique, et après la troisième partie, la révolution économique, pour travailler sur ces questions-là. Donc commençons tout de suite par cette révolution conceptuelle.
Et cette révolution conceptuelle, en fait, eh bien, j'ai eu l'occasion d'en parler. Vous pouvez le trouver sur BFM TV, le 31 août dernier, lorsqu'il y a eu l'université du MEDEF. C'est la première fois que j'étais invité dans ce lieu prestigieux pour faire la table ronde de clôture en plus, et participer donc à cette clôture. Et justement parce que je pense qu'aujourd'hui, on comprend qu'on a besoin de penseurs transversaux, ce qui est mon cas. Je ne suis pas spécialisé dans une discipline, ça, je parle de tout en même temps, j'essaie de donner une vision globale. Mais avant moi, il y avait eu Sarkozy, il y avait eu Juppé, il y avait eu Le Maire, il y avait eu Fillon, il y avait eu toute la bande. Et qu'est-ce que je leur ai dit? J'aurais dit un peu plus poliment que ça, mais j'aurais dit en gros, quel que soit le vainqueur des élections de 2017, nous sommes certains, c'est une certitude scientifique, qu'il se produira en 2018 quelque chose qui empêchera totalement l'application de la personne élue en 2017. C'est une certitude. On est certain que quelque chose de totalement imprévisible, mais on ne peut pas savoir quoi, va se produire en 2018 et qu'on ne pourra pas appliquer le programme de la personne élue en 2017. Parce que ça fait partie de la complexité du monde actuel, comme je vais vous l'expliquer dans un instant. Et donc, c'est quelque chose que je vous dis, nos dirigeants n'ont pas compris. À terme, mais il faudra du temps pour cela, la notion même de programme politique n'aura pas de sens. Le type qui va se présenter avec un programme politique sera la risée du monde. Tu te crois encore au XXe siècle, mec? Mais enfin, t'as rien compris. Tu nous prends pour des billes, t'as un programme politique. Non, mais enfin, soyons sérieux. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui malheureusement va mettre du temps à être compris. Il y a des politiques qui le savent, mais ils n'osent pas le dire. Parce que dans ce cas-là, on va leur dire, mais alors, tu sers à rien. Non, pas du tout. Ils servent tout à fait à quelque chose. C'est très très important, justement. C'est ce passage du décideur au facilitateur que l'on vit dans l'entreprise et qu'on ne sait pas encore vivre en politique. L'entreprise a toujours de l'avance sur les politiques là-dessus. Donc c'est un vrai problème dans le sens que justement, parce que les gens, ils essaient la droite, ne sont pas contents, ils essaient la gauche, ne sont pas contents, et bien à force de ne pas être contents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font ce qu'ils ont fait aux États-Unis, ils essaient le populisme. Et c'est pour ça que je dis qu'à court terme, je ne suis pas forcément très optimiste. Parce que le temps que les gens comprennent ça, ça va swinguer pas mal. Mais après, quand on aura compris ça, effectivement, on aura un monde nouveau. On aura un monde où on a des valeurs, on a des capacités, on dit ce qu'on ne fera pas, au lieu de dire ce qu'on va faire. Et après, on dit, voilà, votez pour moi, je pense que je suis la personne la mieux capable de vous guider dans un monde complexe. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. D'ailleurs, si je vous le disais, je serais un charlatan. Mais je pense, parce que à cause de X, Y, Z et de ce que j'ai fait, que je suis la personne qui peut le mieux vous aider à gérer cette incertitude. Voilà, ça, c'est aussi évidemment vrai pour l'entreprise. Et donc ça, c'est un monde tout à fait nouveau que un des précurseurs, j'ai eu la chance de bien connaître, c'est aussi une des grandes chances de ma vie d'avoir rencontré beaucoup de penseurs et de grands scientifiques. Et donc c'était le prix Nobel Ilya Prigogine, qui est un des fondateurs des théories du chaos et de la complexité. Et on va l'écouter maintenant un instant nous parler de ce nouveau monde. Si oui, le micro fonctionne, donc c'est parfait, on y va. La première chose que nous devons comprendre, c'est la dynamique de ces phénomènes. Et la dynamique de ces phénomènes est liée justement aux propriétés de non-équilibre, aux instabilités, aux bifurcations et au chaos. C'est le fameux effet papillon, par exemple. N'est-ce pas que des tout petits effets peuvent être amplifiés? C'est donc un tout autre univers que nous voyons. Un univers qui devient aussi, dès lors, accessible à notre action. Au fond, la vision classique était une vision qui semblait être extrêmement ambitieuse, mais qui n'était que, je dirais d'une certaine manière, qu'une chimère intellectuelle. C'était l'idée de la certitude et de la toute puissance de l'homme. C'est pour ça que l'idée de la certitude était tellement populaire, parce que d'un côté, comme Leibniz l'avait écrit et répété, elle nous rendait semblables à un Dieu, parce que pour Dieu aussi, il n'y a pas d'incertitude, tout est certain. Et de l'autre côté, elle ouvrait l'idée au mythe de la toute-puissance de l'homme, d'un univers asservi, d'un univers esclave, dont nous pourrions faire ce que nous voulons. Nous voyons que ce n'est pas comme cela. L'univers est bien plus complexe, l'univers s'auto-organise, l'univers a différentes possibilités d'évolution, et nous devons mieux comprendre, déchiffrer ce message pour pouvoir aussi, dans une mesure possible, rendre les conditions de vie plus satisfaisantes pour l'humanité nombreuse de demain. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, voilà, il y avait une vision classique, elle était prométhéenne en ce que l'homme voulait se mettre à la place de Dieu. L'homme voulait tout comprendre, tout maîtriser, et c'est logique quand on sort d'une période d'incertitude grande comme le Moyen-Âge. C'est logique. Mais voilà, ça s'est révélé être une chimère. Et pas pour des raisons philosophiques ou métaphysiques, pour des raisons strictement scientifiques. Et il a cité toute une série de mots. Il a parlé d'effet papillon, il a parlé d'auto-organisation, il a parlé de bifurcation dans ce court extrait. Tous ces mots-là sont des concepts clés de la théorie du chaos et de la complexité dont il est un des fondateurs. Regardez, l'effet papillon, tout le monde connaît, mais est-ce que vous avez pensé à ça
Un type inconnu se suicide par le feu en Tunisie, dans une ville totalement inconnue, et vous avez, un an après, il n'y a plus Kadhafi au pouvoir, il n'y a plus Ben Ali, il n'y a plus Moubarak, il n'y a plus Saleh au Yémen, et regardez le bazar qu'il y a actuellement en Syrie. Vous voyez? Tout ça pour un pauvre type qui s'est suicidé par le feu. Parce que quand il y a des systèmes instables, eh ben, on est beaucoup plus sensible, et c'est toute la difficulté du monde actuel. Regardez, 10 personnes viennent au Moyen-Âge tuer les gens dans Paris avec des épées. Tout le monde s'en fout, on en aurait parlé dans un quartier de Paris. En 1900, 10 personnes arriveraient dans Paris avec des fusils pour tuer les gens, on en aurait parlé dans toute la France. Il y a un an, pas loin d'ici, 10 personnes sont arrivées avec des kalachnikovs tuer les gens dans la rue. Obama en a parlé, le président de la Chine en a parlé, vous vous rendez compte? Le monde entier en a parlé. Et ça, c'est à la fois la beauté et la fragilité de nos sociétés. C'est ça le monde complexe. C'est un monde qui est radicalement différent du monde que j'appelle Boeing-Airbus. Le monde Boeing-Airbus, c'est un monde qui n'a pas besoin de ce que je vous raconte là. C'est un monde où il y a un plan de charge de 10 ans pour ces deux entreprises, un seul concurrent et 200 clients. Et ben voilà, 200 clients, un concurrent, 10 ans de business assuré, tranquille. Ils n'ont pas besoin de ce que je vous raconte là. Ils sont encore dans un petit îlot de simplicité, de non-complexité, même si c'est très complexe un avion, vous comprenez? Tandis qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont 1000 concurrents, parce que les gens peuvent aller acheter sur Alibaba des trucs, vous ne savez même pas que ça existe. Vos concurrents, vous ne savez même pas qu'ils existent. Ils sont à l'autre bout de la Chine et les gens vont acheter là-dessus. Mais vous pouvez vendre à des millions de personnes, grâce à Internet, vous voyez? Donc des millions de clients, des milliers de concurrents, c'est un monde totalement différent du monde Boeing-Airbus. C'est un monde qui, par définition, c'est ça qu'enseigne la théorie du chaos, par définition est un monde beaucoup plus volatile. C'est un monde de volatilité. Hein, regardez, vous avez -5, -7, -8, -9, etc. Et le lendemain, vous avez +11, +11, +8, etc. Ok? Donc ça, c'est le monde de demain. Et il y a des gens qui l'ont compris. Par exemple, Nassim Taleb, dans ce fameux ouvrage « Le signe noir, la puissance d'imprévisible », il explique qu'on est passé du médiocristan, sans être péjoratif, à l'extrémistan. Le monde Boeing-Airbus, c'est le médiocristan. C'est-à-dire que hier est à peu près comme aujourd'hui, aujourd'hui est à peu près comme demain. On est dans le médiocristan. Bien sûr, il peut se passer des choses extrêmement graves, des guerres mondiales, etc. Mais on est dans le médiocristan. L'extrémistan, c'est un monde où il y a des choses extrêmes, où les effets papillons fonctionnent, voyez-vous? Et ça change tout. Nos dirigeants ne comprennent pas ça. En gros, on applique les outils, je n'ai pas le temps de développer, mais l'idée c'est qu'on applique les outils du médiocristan dans l'extrémistan. Juste un exemple. François Hollande a désespérément regardé le nez sur la courbe de la croissance. Il a gardé son nez sur la courbe de la croissance pendant 5 ans en disant « s'il y a de la croissance, le chômage va se réduire et je vais me représenter ». C'est impressionnant de voir que personne ne lui a parlé, ou il n'a pas lu, ou il n'a pas de conseillers qui lui ont fait une note, c'est quand même étonnant, sur Jérémy Rifkin. C'est quand même le principal prospectiviste de la planète aujourd'hui, ou quasiment. Bon, il a peut-être des défauts. Mais enfin, Rifkin, ça fait 15 ans qu'il explique en détail qu'on peut avoir dans le monde actuel une hausse du chômage avec de la croissance économique. Et il y a beaucoup d'économistes qui n'ont pas compris ça, et il y a beaucoup d'hommes politiques qui n'ont pas compris. Mais c'est grave. C'est grave parce que franchement, je veux dire, vous êtes nombreux dans la salle, je suis sûr, à avoir lu Jérémy Rifkin et à avoir compris ce qu'il explique. Donc vous voyez, Nassim Taleb, une chose importante aussi dans ce monde complexe, c'est qu'il est beaucoup plus facile de réussir et que la réussite est offerte à beaucoup plus de gens, pas seulement, ça c'est le bon côté de la chose, des gens CSP+, Bac plus 15, mais des jeunes Mexicains sans papier, des Africains, etc., je vous donnerai des exemples, peuvent réussir dans ce monde-là, justement parce que toutes les cartes sont bouleversées, comme lors de la révolution industrielle. Avant la révolution industrielle, vous étiez fils de métayer, vous étiez condamné à être fils de métayer à vie. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans un monde complexe, eh ben, c'est beaucoup plus facile, si on a les yeux qui brillent, si on est capable de faire vraiment, on est passionné par quelque chose, beaucoup plus facile de progresser. Alors, il y a aussi des façons indécentes de gagner de l'argent dans un monde complexe. C'est vrai, c'est presque indécent. C'est pas malhonnête, mais c'est indécent. Mais Nassim Taleb a fait gagner $1 milliard en une journée. Oui, c'était le 23 août de l'année dernière, à un fonds d'investissement qu'il conseille. $1 milliard en une journée. Pourquoi? Simplement parce qu'il se fiche totalement du cours de bourse. C'est un fonds qui investit uniquement dans la volatilité extrême. C'est-à-dire si la bourse bouge beaucoup dans la journée, c'est pas du fast trading. Hein. Si la bourse bouge beaucoup dans la journée, il gagne énormément d'argent. Et si la bourse est très stable dans le long terme, il perd énormément d'argent. Si en bourse vous pouvez gagner de l'argent, il faut aussi avoir une situation où vous en perdez beaucoup. Il n'y a pas de miracle. Hein. Et ben voilà, donc ils ont gagné $1 milliard en une journée. Pourquoi? Parce que Nassim Taleb est un spécialiste du monde complexe. Il sait que le monde est de plus en plus volatile. Et donc il sait qu'effectivement, en jouant sur la volatilité, on n'est plus en monde Boeing Airbus et donc on gagnera de l'argent.
Donc, ce genre de choses-là, c'est pour vous montrer qu'effectivement, il y a des gens qui comprennent le monde d'aujourd'hui et de demain, et il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Donc, pour simplement schématiser, en dehors de l'effet papillon, vous avez la notion de bifurcation qui a aussi été développée par Prigogine. C'est la rupture brutale d'un état d'équilibre qui a été stable pendant longtemps, et le changement, par exemple, dans une entreprise, ce serait les 35 heures, nouvelle réglementation du travail qui change quelque chose de fondamental. Pas la loi de travail actuelle, ça ne change pas grand-chose a priori, mais enfin, quelque chose comme les 35 heures, c'est une bifurcation. La chute du mur de Berlin, c'est une bifurcation, parce que ça change un état d'équilibre, qui a l'équilibre Est-Ouest qui avait existé pendant 40 ans. Et après, on a eu 20 ans d'un équilibre unipolaire dominé par les États-Unis, qui faisait ce qu'ils voulaient, qui attaquait qui voulait. Et maintenant, on est en période de pré-bifurcation vers un autre état d'équilibre, où le monde sera multipolaire et pas dominé par les États-Unis, qui n'ont plus les moyens, Trump ou pas Trump, de dominer le monde. Voyez ? Donc, non-linéarité, effet papillon, bifurcation, auto-organisation. L'auto-organisation, c'est justement ça. C'est le fait que les révoltes arabes sont auto-organisées. Il n'y a pas de chef. Alors, c'est un risque, parce que ça peut être récupéré par les militaires, les islamistes. C'est un risque, mais c'est aussi une qualité. On ne peut pas tuer le chef, il n'y en a pas. Oui. Donc dans l'entreprise, l'auto-organisation, c'est une des bases. Ce n'est pas de l'autogestion, attention. C'est de l'auto, même si on est dans un haut lieu pour ça. L'auto-organisation, c'est une des bases d'entreprise libérée. C'est une des bases justement du fonctionnement en réseau, etc. Le cercle autocatalytique, c'est le serpent qui se mord la queue. A fait quelque chose qui impacte B, qui impacte C, qui impacte A. Vous voyez ? Google donne gratuitement Android parce qu'ils ont une culture du gratuit. LG et Samsung vont donner leur code à des développeurs. Les développeurs vont faire des applications qui vont permettre au monde Android de déplacer le monde Apple. Android n'aurait jamais dépassé Apple s'ils n'avaient pas donné. C'est intéressant conceptuellement de comprendre ça. S'ils n'avaient pas donné Android et s'ils avaient essayé de le vendre. Vous voyez. Donc ça, ces concepts clés de la complexité, ça reformate en quelque sorte notre monde. Vous comprenez bien que c'est une des causes de la crise actuelle. Nos dirigeants n'ont pas les bons GPS. Ils gèrent le monde comme hier, c'est-à-dire le médiocristan, dans un monde qui est déjà l'extrémistan. Et ça, Prigogine et des gens comme ça, que j'ai eu la chance de connaître il y a plus de 20 ans, eh bien, me l'expliquaient parfaitement à l'époque. Plus il y a de variables en interaction, plus ces idées s'appliquent. Et dans un monde actuel, il y a beaucoup plus de variables en interaction qu'il y a 10 ou 20 ans. Voilà pourquoi ces idées s'appliquent beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, même si vous me direz qu'il y a toujours eu de l'imprévisible. Mais non, mais là, ça augmente à la puissance X, comme je viens de vous l'expliquer. Et la meilleure façon de le savoir, tenez-vous bien, c'est de relire Jurassic Park. Et ouais, Jurassic Park, bah oui, le livre, le film c'est Spielberg pour les enfants, mais le livre a été fait pas pour parler des dinosaures, non, les dinosaures c'est pour que vous lisiez le bouquin, c'est pour vous attirer. Non, en fait c'est pour vulgariser tout ce que je vous raconte là, à cause de cet homme, qui s'appelle Ian Malcolm. Dans le film, il est joué par Jeff Goldblum, vous vous rappelez ? Et donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit au directeur du parc, ton parc va se casser la gueule, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je te garantis qu'il va se casser la gueule. Et le directeur du parc a le beau jeu de lui répondre, mais t'es un charlatan. T'es un charlatan, regarde la preuve, tu sais ni quand ni comment mon parc va se casser la gueule. Alors que moi, je te garantis qu'il n'y a pas un pet de dinosaure qui échappe à mes super capteurs, senseurs infrarouges, etc. Et que donc, évidemment, mon parc ne va jamais se casser la gueule. Et tout Jurassic Park, c'est la démonstration que le théoricien du chaos a raison contre le directeur du parc. Rappelez-vous. Il y a un effet papillon. Le directeur informatique trahit pour vendre pirater des embryons. Peu importe. Ça devrait être rien. Mais dans un grand système complexe, ça déclenche quoi ? Une bifurcation. La bifurcation, c'est l'effondrement de toutes les barrières du parc et non pas du mur de Berlin. Et quand il est poursuivi, comme là à l'écran, par le Tyrannosaure Rex, eh bien, le scientifique dit « J'en ai marre d'avoir toujours raison !» Parce qu'il avait prévu l'effondrement du Jurassic Park. Mais il ne pouvait ni dire ni quand ni comment. Vous comprenez ? Ça, c'est fondamental de la prospective dans un monde complexe, dans le monde de l'extrémistan. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on aura un événement imprévisible en 2018 qui empêchera d'appliquer le programme 2017. Je le sais, mais je ne sais pas quoi. Vous comprenez ? Donc je suis un prospectiviste certifié Jurassic Park. Il y en a qui sont certifiés Transformance Vincent Lénard, mais moi je suis certifié Jurassic Park en tant que prospectiviste. Je suis certifié Jurassic Park, pourquoi ? Tout ce que je vais vous dire, ça va être important pour le 21e siècle. Simplement, je sais ni quand, ni comment ça va être important pour le 21e siècle. Voyez. Et ne me demandez pas quand ce sera important. Je viens de vous dire que je ne peux pas vous le dire. Donc c'est ça l'idée générale. Et évidemment, une grande partie de ce qui sera important au 21e siècle, je ne le sais pas. Ça, je sais que je ne le sais pas. Mais par contre, tout ce que je vais vous dire,
Je vous garantis que ce sera important au XXIe siècle, mais ça ne représente évidemment qu'une partie émergée d'un iceberg que personne ne peut connaître, même le meilleur des prospectivistes, même Rifkin ou d'autres. Alors, abordons donc, après avoir vu cette introduction sur la révolution des sciences de la complexité, qui nous a dit donc qu'on n'a pas le bon GPS pour naviguer dans un monde complexe, eh bien, vous avez la révolution technologique que je vais mettre sous l'angle de 4 Internets. L'Internet que tout le monde connaît, l'Internet des objets connectés à Internet, l'Internet des objets fabriqués par Internet. Et ça, c'est une très très grosse révolution, bien sûr. Et le dernier, c'est l'Internet de l'énergie, ce qu'on appelle le smart grid, le réseau intelligent. Alors, ces 4 Internets-là vont changer beaucoup de choses et vont représenter à la fois une opportunité, mais aussi, il ne faut pas s'en cacher, des menaces très importantes. De même que les premières machines ont représenté des menaces très importantes. Rappelez-vous des canuts lyonnais. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler des Ludites, de Ned Ludd, qui cassaient toutes les machines en Angleterre et qui ont failli arrêter la révolution industrielle. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et de questions justement pour l'être humain. Comme je vous disais, c'était la meilleure et la pire des choses, la révolution industrielle. Et on peut dire que ce qui arrive, c'est aussi la meilleure et la pire des choses. Pourquoi ? Bon, alors, le premier Internet, tout le monde le connaît, mais j'insiste sur le fait qu'il permet de maximiser les biens. Beaucoup de gens vont avoir besoin demain pour survivre dans ce monde complexe de plusieurs métiers. Et donc certains déjà ont un niveau qui n'est pas très agréable, on va dire que c'est de la survie, mais oui, c'est mieux que rien. Les gens vont louer une chambre disponible chez eux sur Airbnb, vendre leur vieux frigidaire sur Le Bon Coin. Récemment, j'ai fait un test, j'ai demandé à des dirigeants d'entreprise combien il y avait d'annonces actives sur Le Bon Coin. Ils m'ont dit 500 000, 2 millions, 1 million, le meilleur était à 5 millions. Il y en a entre 22 et 26 millions d'annonces actives sur Le Bon Coin. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, Nicolas Sarkozy ne savait pas ce qu'était Le Bon Coin. Bon, on ne va pas lui jeter la pierre, on imagine que Carla Bruni et lui ne vont pas acheter sur Le Bon Coin, mais c'est un autre problème, justement, la déconnexion des politiques par rapport à la société. Donc 26 millions d'annonces actives sur Le Bon Coin, pour 66 millions de Français. Vous prêtez votre voiture sur drivey.com le week-end, vous la louez, pardon, justement, c'est pas du prêt, c'est la monnaie. Les gens disent que c'est l'économie collaborative. Oui, il y en a, et c'est bien, mais essentiellement, je suis d'accord avec mon ami Luc Ferry là-dessus, c'est de la marchandisation de choses qui étaient avant. Vous faisiez de l'autostop, vous deviez attendre 1 heure et quelqu'un vous prenait, c'était gratuit. Maintenant, vous n'attendez pas 1 heure, ça s'appelle Blablacar, mais c'est payant. Et ça permet à vous de voyager pas trop cher, de ne pas attendre dans la rue, et au type qui a une voiture de rentabiliser un peu son truc. Voyez. Donc ça, c'est vraiment l'optimisation des biens grâce au réseau, grâce à Internet que tout le monde connaît. Mais c'est rien par rapport au second Internet sur des objets connectés à Internet, avec par exemple ici des puces RFID. Et donc ce qui est important dans ce genre de choses, c'est un peu comme un réflecteur radar. Vous envoyez une onde et chaque produit vous répond. Chaque produit qui porte une puce. Par exemple, chez Decathlon, ils font leur inventaire maintenant en 1 nuit au lieu de le faire en 15 jours. Parce qu'ils se baladent avec un truc, ils envoient une onde et chaque produit répond, je suis la paire de chaussettes 42, je suis la balle de tennis machin, je suis le... Vous voyez ? Donc en fait, en un instant, la gestion des stocks va radicalement changer dans les entreprises. Un camion arrive, on ne fait pas de réception de colis, on envoie une onde, on sait ce qu'il y a dedans, on le met dans un stock, on envoie une onde. Et quand le stock diminue, arrive à un certain moment, il y a recommande automatique par ordinateur sur Internet. Amazon a déjà breveté des machines à laver connectées à Internet qui recommandent automatiquement la lessive. La lessive est automatiquement recommandée au bout d'un certain nombre de cycles de lavage, poum, sur Internet. Voyez. Et ça va arriver demain, tout sera connecté à Internet. Votre frigidaire, alors il recommandera le beurre et le reste. Et puis il y aura des bugs. Par exemple, vous aurez une tonne de beurre devant chez vous, parce que le capteur aura bugué, il aura fait beurre toute la journée. Donc évidemment, vous aurez une tonne de beurre, mais bon, c'est partie du charme des nouvelles technologies. Et donc, vous aurez votre voiture qui va appeler votre climatisateur. Les objets vont se parler entre eux. La voiture va dire au climatisateur, le patron est à 3 km de la maison, donc mets-toi sur 21 degrés. La voiture, voyant qu'il fait 21 degrés, donc elle voit que vous aimez 21 degrés, elle va demander au climatisateur de préparer une maison à 21 degrés sans que vous soyez au courant. Oui, ça, c'est des choses c'est déjà là. Bon. Mais ça, c'est que le début du début du début. On est dans une révolution qui va être incroyable, avec des risques aussi incroyables, comme vous le montre la vidéo suivante. Parce que les puces RFID sont aussi implantables sur les êtres humains, bien évidemment. Et vous allez voir ce procureur général du Mexique qui vous dit que lui-même et ses policiers sont déjà implantés de puces RFID. Regardez. Finally from us this evening, technology on the cutting edge. We were interested today to hear that more than 100 law enforcement officials in Mexico are having microchips implanted in their arms. The chips allow a person to be scanned, sort of like a cereal box at the supermarket checkout. In Mexico, this will be one more tool in the fight against crime. Here's ABC's John McKenzie.
You've seen it before, right out of Hollywood. It's maybe a little uncomfortable. A microchip inside the body. A hidden, high-tech identification tag. They're the access codes to your job spot. Now, Mexico's Attorney General and 160 of his deputies have had microchips implanted in their arms to control access to the country's new Criminal Investigation Center. It is to provide access, said the Attorney General, to the right people in exclusive areas where there is valuable, sensitive information. The microchip, the size of a grain of rice, is injected under the skin and gives off a low-frequency radio wave. A scanner reads each chip's identification number to verify an official's security clearance. The microchip is tamper-proof, it's secure, no one can take your microchip and use it to their advantage to gain access to your facility. The chip, developed by Applied Digital Solutions, is similar to those used in the U.S. to identify and return runaway dogs. In humans, it can have several uses. Little stick. The chips can also be programmed to carry medical information. The one in this patient details his blood type, allergies, and the fact he has Alzheimer's disease. The device is now awaiting approval from the Food and Drug Administration. Some researchers are developing microchips for use in the home, so that wearing one can turn on lights and open doors. Hands-free. The next step, say researchers, is developing an implantable chip with a global positioning system to track people miles away, whether kidnapped or lost, just as cars can now be traced. A kind of LoJack for the body. John McKenzie, ABC News, New York. That is our report on World News Tonight. I'm Peter Jennings. We hope you have a good evening. Good night. Je vous fais une prédiction, Jurassic Park, sans vous donner de date, la notion de droit de l'homme va radicalement changer au XXIe siècle. Aujourd'hui, le droit de l'homme, c'est dire tout ce qu'on veut sans aller en tôle. Demain, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça se fondera dans une masse infinie d'informations qui existent sur le web. Par contre, le droit à l'oubli sur Internet, on en parle. Le droit à la déconnexion d'Internet, on en parle. Mais le droit dont personne ne parle, le droit de ne pas porter de puce RFID sans être discriminé, aucun gouvernement, à ma connaissance, ne travaille vraiment sérieusement là-dessus. Ça va devenir les droits de l'homme les plus difficiles à faire respecter, tous les trois que je viens de mentionner, droit à l'oubli, droit de ne pas porter de puce RFID, hein, et le droit à la déconnexion. Ça va devenir les droits de l'homme les plus difficiles à faire respecter au XXIe siècle. Regardez, vous avez tous un téléphone portable, c'est même pas la peine que je fasse un sondage. Pourtant, personne ne vous a mis un fusil sous la tempe pour acheter un téléphone portable. Personne ne vous mettra un fusil sous la tempe pour avoir une puce RFID. Mais ce sera tellement plus pratique. La clé de la maison, vous l'avez vu, sera dans votre puce. La clé de la voiture aussi. Votre dossier médical aussi. Vous arriverez à l'hôpital, vous n'avez pas de puce? Eh ben, on prend les gens qui ont une puce d'abord. C'est plus facile, parce qu'on a toutes les infos dans la puce. Donc on va les traiter en priorité. Et en cas d'accident, on prendra ceux qui ont d'abord la puce, et les autres, si on a le temps et s'ils ont survécu, on les traitera après. Ensuite, les parents vont pucer les enfants. En cas de kidnapping, c'est tellement mieux. Vous vous rendez compte? Et puis vous allez payer avec la puce. Il n'y a plus de carte bleue. Vous paierez en tendant le doigt, boum, comme ça, sans contact. Vous voyez, comme on fait déjà avec les cartes bleues, mais ce sera avec la puce. Donc vous voyez que là, il y a un vrai problème fondamental, hein, d'éthique qui va se poser et qui transforme la notion même de droit de l'homme. Mais c'est que le début, je vous disais, les révolutions qui arrivent, je suis là pour vous dire la vérité. Hein, il y a à la fois des choses formidables et il y a à la fois des choses qui sont très menaçantes pour ceux qui ont justement cette vision humaniste. Regardez ça. Ça, c'est une première mondiale qui a été réalisée il y a 1 an au Johns Hopkins Laboratory, un des grands labos américains. Et donc, dans ce laboratoire, vous allez voir arriver ici cet homme qui s'appelle Leslie, qui a perdu ses 2 bras dans un accident. Et on va lui poser sur les épaules les bras robots que vous voyez actuellement là, derrière lui. Et pour cela, on va détecter les terminaisons nerveuses autour de ces mognons de bras. Vous allez voir, voilà, là, ces mognons de bras sont là. On va détecter les terminaisons nerveuses, on les détecte, on pose des électrodes, regardez bien. On va poser des électrodes sur ses bras. Voilà, les électrodes sont ici. Et maintenant, les scientifiques vont faire l'histoire. Finishing touches, the team took the next step and had Les work with the virtual reality system that mimics the actual prosthetic arms. Relax. Let's do some elbow up. Good. Relax. A couple days later, the socket was back, and the arms were attached. Les and the team were about to make history. Once the training sessions were complete and they released me and let me be the computer, basically, to control that arm, I just go into a whole different world. I think we're just getting started at this point.
It's like the early days of the internet. There's just a tremendous amount of potential ahead of us, and we've just started down this road. And I think the next 5-10 years are going to bring some really phenomenal advancements. Other milestones reached by the team were, this was the first time the MPLs were operated by a shoulder-level amputee at the full 3 degrees of freedom and with over 30 total degrees of motion on both sides with complete intuitive thought-based control. He has access to all of the different degrees of motion, shoulder, elbow, wrist, hand, but he still needs to select which one he wants to use. So he needs to position the shoulder, then the elbow, then the wrist, then the hand separately and rest in between. Alors vous avez bien compris ce que vous avez vu, les amis. Vous avez vu ce qu'on appelait en science-fiction un cyborg. Le premier cyborg au monde, c'est-à-dire un être mi-homme, mi-machine, puisque tous les mouvements du bras, des mains que faisait Leslie, des doigts, étaient contrôlés par son cerveau. Et ça, c'est une première mondiale, évidemment, comme l'a dit le scientifique avant. Dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas où on en sera. Parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Déjà, on peut penser qu'il n'y aura plus de paralysés paraplégiques, tétraplégiques classiques, puisque c'est un problème de coupure de colonne vertébrale qu'on ne sait pas réparer. Et bien là, pour la première fois, on a des ordres qui sont des ordres donc neuronaux, qui sont traduits en système électronique et qui permettent de bouger. Alors, vous avez vu que Leslie a du mal, parce que vous prenez la bouteille, mais lui, il doit penser épaule, coude, bras, doigts, mains, poignets, et j'ai la bouteille. Vous voyez ? Mais bon, après, c'est une question d'entraînement, évidemment. Et donc, c'est pour ça que c'est juste un début. Et là, ça pose aussi des questions éthiques intéressantes et graves. Est-ce qu'on ne verra pas quand ce système marchera vraiment bien, quand ce ne sera pas, évidemment, là, on est juste aux prémices, comme ils l'ont dit, dans 5 ou 10 ans, où est-ce qu'on en sera? Qui vous dit qu'il n'y a pas des gens qui se feront couper volontairement les 2 jambes pour aller avoir des pieds pour mieux jouer au football, par exemple. Pourquoi on peut penser à ce genre de risque? À cause de cette femme qui s'appelle Aimée Mullin et qui est mannequin pour L'Oréal, comme vous le voyez ici, sauf qu'elle est également championne du monde paraplégique, paralympique, parce qu'elle est comme Oscar Pistorius, elle est née sans les jambes. Et donc vous avez ici ses jambes de compétition. Mais en fait, elle a 12 paires de jambes. Vous voyez ici 12 paires de jambes. Et des jambes pour le cocktail, des jambes pour défiler pour L'Oréal, des jambes pour la compétition, des jambes pour le jogging, etc. Et elle raconte dans un TEDx que, en fait, ses copines mannequins sont jalouses d'elle. Parce qu'elle arrive à un shooting, elle fait 1m70. Le lendemain, on a besoin d'un mannequin d'1m80, ben elle arrive, elle fait 1m80. Ben ouais, elle a 12 paires de jambes. Elle fait la taille qu'elle veut. Et ben ses copines lui disent, mais c'est pas juste, c'est de la concurrence déloyale. Nous, on a une seule paire de jambes, on est coincé avec. Et toi, tu fais la taille que tu veux, mais c'est pas juste. Donc vous voyez qu'il y a, et ce sont ça, c'est des jambes mortes, c'est des bouts de métal et de bois. Alors évidemment, personne ne va se faire couper les 2 jambes pour se faire mettre ça. Mais le jour où la technologie sera vraiment au point, question qui se pose, regardez ici, c'est une image de science-fiction, c'est une femme qui choisit son pied. Dans un magasin de pieds, vous voyez, il y a le connecteur ici pour mettre le pied, là, en bas de la jambe. Et donc voilà, ben, c'est le pied, si j'ose dire. Elle choisit son pied dans un magasin de pieds. Donc, vous voyez, donc voilà, donc ça, l'homme en kit, ce genre de problème, c'est des questions qui vont aussi se poser. On voit déjà le début, et ça va aller très vite. Comme il dit, c'est pour dans 5 ou 10 ans. C'est pas pour dans 50 ans, si vous voulez. Et dernier point là-dessus, sur cette interaction homme-machine, c'est aussi une première mondiale, c'est aussi il y a 1 an, et ça vient de l'université du Minnesota. Regardez ça. This remote-controlled robot with a nose-mounted camera turns right and left, moves up and down, and even flies through a ring, all on commands from a controller who uses a special instrument. And what is this instrument? The controller's mind. Here at the University of Minnesota, Professor Ben He and his team have engineered a non-invasive system called a brain-computer interface that allows a person to control a robot using only their thoughts. Dr. He's team includes Alex Dowd and Carl Lafleur. For example, if you imagine making a fist with your right hand, it turns the robot to the right. And if you imagine making a fist with both hands, it moves the robot up. Here's how it works. When the controller imagines a movement without actually moving, specific neurons in the brain's motor cortex produce electric currents. These currents are detected by electrodes in an EEG cap, which sends the signals to the computer.
The computer translates the signal pattern into a command and beams it to the robot via Wi-Fi. In this case, turn right. This brain computer interface technology is all about helping people with a disability or various neurodegenerative disease to help them regain mobility, independence, and enhance performance. We envision their use this technology to help control wheelchair, artificial limb, or other devices. This has tremendous potential for people who can't move or speak. And the best part is, It's completely non-invasive. Nobody has to have a chip implanted in their brain to pick up the neuronal activity. We're very proud to have taken this step towards that goal. Alors, ils sont très contents, ces élèves, autour de leur professeur. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, une première mondiale aussi. Le gars avec le casque noir, il est très concentré parce que s'il pense à sa petite amie, le drone se casse la gueule. Parce qu'en fait, l'ordinateur lit ses ondes cérébrales et les traduit en commande pour le drone. Et donc, effectivement, là aussi, c'est d'application médicale. Pensez aux paralysés, aux gens en fauteuil roulant, comme a dit le scientifique, ça va être formidable pour eux. Mais le problème, c'est que si vous êtes des hommes et des femmes connectés à l'Internet, qui vous dit qu'on ne pourra pas aussi vous influencer de l'extérieur? Parce que là, ça va être très pratique. Vous allez penser une recherche sur Google, vous aurez la réponse directement dans l'oreillette. Vous n'aurez plus besoin de la taper. Vous serez connecté à Internet. Mais là aussi, les questions éthiques existent. Et puis, surtout, le fait que tout ce qui est automatisable sera automatisé. Vous avez ici une usine avec 3000 ouvrières à Shenzhen, en Chine, qui font des sèche-cheveux Philips. Notez bien les petites boîtes rouges. Vous avez vu les petites boîtes rouges? La même usine a été relocalisée aux Pays-Bas. On dit les jobs reviennent. Non, il y a 2 personnes dans l'usine. Et dans toutes les boîtes que vous avez, les boîtes blanches, il y a quoi? Il y a la petite boîte rouge qui reste du processus de Shenzhen en Chine. Et il y a un robot qui fait le sèche-cheveux tout seul. Et vous avez une usine Adidas qui vient de s'ouvrir. Pareil, Adidas n'avait pas fait de chaussures en Allemagne depuis 25 ans. Maintenant, ils ont ouvert une usine, mais sans aucun ouvrier à l'intérieur. Alors, bien sûr, il y a des jobs. Il y a des jobs pour les fabricants de robots, allemands d'ailleurs, et les entretiens de robots. Vous voyez ici la nouvelle usine Tesla de Elon Musk, avec justement les 300 000 voitures qui vont sortir, qui sont déjà précommandées, des nouveaux modèles de Tesla. Mais tout ceci, ça pose des questions là aussi, des questions de jusqu'où ira la robotisation, jusqu'où ira l'intelligence artificielle. Regardez, des gens qu'il faut surveiller, c'est une boîte qui s'appelle Boston Dynamics, c'est comme ça que je travaille en prospective, je surveille certains auteurs, positifs ou négatifs, il y a certaines entreprises, positives ou négatives. Boston Dynamics est soutenu par l'armée américaine, ce qu'on appelle la DARPA, l'agence des projets secrets de l'armée américaine, et évidemment par Google. Vous voyez ici ces robots, les autres ça s'appelle des robots quadrupèdes Big Dog, vous voyez ici son dernier robot Atlas, vous notez côté pour passer, il y avait un robot beaucoup plus grand juste à côté d'Atlas. Et que s'ils vous montrent ce genre de truc, c'est qu'ils ont déjà beaucoup mieux. Parce qu'évidemment, il y a des projets militaires derrière tout ça. Mais donc Atlas peut marcher n'importe où, dans la neige, etc. Enfin bon, c'est un robot. Mais ce qui m'interpelle plus, c'est la suite, vous allez voir. Parce que là, hop, vous allez voir. Ici, c'est un robot manutentionnaire, bon, classique. Mais la séquence suivante vous montre qu'il y a déjà une forme d'intelligence artificielle. Dans le sens que si vous modifiez son environnement, eh bien, il va se réadapter instantanément à son environnement. Ici, par exemple, il s'agit de mettre des caisses sur une étagère. Donc, vous allez modifier son environnement, et boum, boum, vous le poussez, voilà, il n'y a plus le même truc. Et donc maintenant, quoi qu'il se passe, il va continuer à effectuer la tâche parce qu'il s'adapte en permanence, voyez-vous, à la situation. Et donc, notez que le type est un peu prudent, parce qu'on ne sait jamais, il va peut-être me prendre une baffe dans la gueule, regardez. Il fait le détour, hein, il est un peu prudent quand même. On dit on ne sait jamais. Mais ce qui est aussi tout à fait étonnant, c'est la séquence suivante que vous allez voir. J'ai chronométré ce qui se passe. Ça se met exactement, regardez bien, 15 secondes. Voilà, il y a 15 secondes entre le moment où on fait tomber Atlas et le moment où il se redresse, un peu comme l'être humain d'ailleurs, puisqu'il va prendre l'appui sur les bras, puis ensuite sur les pieds. Voilà, hop, en 15 secondes, Atlas s'est redressé et il s'en va continuer son travail. Donc vous voyez que ça, c'est évidemment des questions fondamentales qui se posent par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport à jusqu'où va aller effectivement la robotisation. On va y revenir. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles, regardez. La bonne nouvelle, c'est ça. Et ça va faire aussi partie du monde de demain et c'est très important. Regardez bien. Walt Disney once said that animation can explain whatever the mind of man can conceive. He was talking about cartoons, but advances in technology have taken that basic concept to a whole new dimension. Michelle Miller shows us how the idea of a modern-day inventor
became a 3D reality. Grabbing a backpack is hardly the feat of a superhero, unless you're 12-year-old Leon McCarthy and your hand looks like it's straight out of a science fiction movie. You've actually become sort of a cyborg. There's a cool factor. Yeah, it's like it's special instead of different. Leon has been special since birth. While he was still in the womb, restricted blood flow prevented his hand from developing. I saw his hand sticking up and there were no fingers on it. It was hard for my wife, it was hard for me. 2 years ago, his father, Paul, began the search for an inexpensive, functional prosthetic. What he found was this internet video posted by Ivan Owen, an inventor in Washington State. I've always had this vision of people being able to build their own prosthetic device at home. Owen and a collaborator in South Africa designed a hand that could be made by a three-dimensional printer. It's essentially like a hot glue gun. There's plastic that feeds into it. The printer head gets really hot, it liquefies that plastic, and then layer by layer creates an object. The design relies on wrist movement. Downward motion creates cable tension that closes the fingers, while a move upward opens them. The assembly instructions were posted for free on the internet, so someone like Paul McCarthy in Marblehead, Massachusetts, could print it. He took the idea to his son. I thought it was a little crazy. He was like, we can print all these fingers and then like clip them all in, and it was a little too much. The first time you saw it and when you tried it out, it was pretty awesome, yeah. What made it awesome? I could pick up, say like a water bottle, like say I could pick up my pencil. What is it like to see him with this? Making your kids happy is like the most rewarding thing you can have as a dad, right? The price tag was also appealing. Many 3D printers sell for about $2,000. Materials are far less expensive. This thing cost us like $5, $10, you know, whatever. It was nothing. What would a prosthesis cost you? $20,000, $30,000. The cost allows father and son to experiment with newer designs. When I outgrow a hand, we can easily make a new one. It's a do-it-yourself solution that was unthinkable before technology made ideas printable. That's cool. Yeah. Michelle Miller, CBS News, Marblehead, Massachusetts. Alors, vous voyez, ça, pourquoi c'est une grande partie du monde de demain? Parce que c'est ce qu'on appelle vraiment l'économie collaborative. Là. Vous avez vu un père de famille dont l'enfant est né sans la main. Il a trouvé deux autres pères de famille, un qu'on ne voit pas en Afrique du Sud et l'autre qu'on voit, qui ont mis en place un système qui s'imprime sur une imprimante qui valait $2000 au moment où a été fait le film. Aujourd'hui, elle vaut $600. Vous connaissez tous la loi de Moore, évidemment, de la décroissance du prix des composants électroniques. Donc $600, 5 à $10 de matières premières, 5-10 bucks, il vous a dit, 5 à $10 de matières premières pour faire ça, et la prothèse valait $20 000. Donc déjà, le marché des prothésistes pour ça, c'est terminé. Il y a beaucoup de marchés qui vont disparaître parce qu'on va imprimer les choses, hein, on va les imprimer, et beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, vendent des objets. Demain, elles vont s'associer, si elles sont intelligentes, avec un fabricant d'imprimantes 3D, et elles vont vendre quoi? Des fichiers, la collection été, automne, hiver, les différentes collections pour une pièce détachée, on va vous l'imprimer. Plus tard, l'imprimante 3D sera chez vous, vous n'aurez plus besoin d'aller chez boulanger, et vous imprimerez la pièce détachée à domicile. Et ça, c'est des changements évidemment fondamentaux dans la nature même du business, mais aussi dans le pouvoir donné aux gens, parce que les gens vont s'échanger en permanence des trucs, c'est comme le logiciel libre Linux, sauf que là, c'est pas du logiciel, c'est des objets. C'est des mains, c'est des mains imprimées pour les gamins. Et on est en train de développer ça, par exemple en Afrique également, dans plein de pays où les gens n'ont pas l'argent pour se faire des prothèses. Et ben pour $5, on va vous les imprimer. Et encore moins que ça, parce que vous avez par exemple un petit robot qui s'appelle le Filabox. Là, vous mettez dans le trou noir ici les mains du gamin ou même des bouteilles en plastique. Et ben c'est fusionné et le câble blanc qui sort là ici, et ben c'est la matière première d'une imprimante 3D plastique. Donc on peut même pas vous faire le coût d'imprimante à jet d'encre qui vaut 80 €, mais il y a 1000 € de frais de cartouches d'encre pendant la vie d'imprimante. Vous pouvez le faire en recyclé, voyez-vous. Et donc ça va donner un pouvoir incroyable aux gens. La science-fiction est un bon guide pour voir le monde de demain. Et il y a une histoire de science-fiction où les imprimantes 3D sont interdites parce que ça tue les business, c'est vrai, et parce que ça donne trop de pouvoir aux gens. Donc le gouvernement les interdit. Et vous savez ce que font les révolutionnaires? Ils font une imprimante 3D qui imprime des imprimantes 3D.
La révolution par l'imprimante 3D, Che Guevara et Fidel Castro n'y avaient pas pensé. Pourtant, c'est une très bonne idée à mon avis. C'est mieux que ça marche mieux que la Kalachnikov. Mais ce qui est intéressant, vous avez en imprimant déjà l'intérieur du mur, c'est-à-dire l'isolation phonique, etc. Les différentes couches d'isolation sont imprimées à l'intérieur, comme vous le voyez ici, hein, de ce mur, et après on redresse le mur et on met dessus sur le mur un toit en tôle. Sauf que ça, c'était il y a 2 ans. Mais regardez, le prototype d'une imprimante 3D qui imprime ici un mur déjà debout et qui, avec cette autre buse d'imprimante, les bimatières, imprime un toit, et oui, imprime le toit derrière, existe déjà. Donc voyez-vous qu'on peut avec ça faire des maisons déjà toutes prêtes et qu'effectivement c'est quelque chose. Aujourd'hui, 7% des Français travaillent dans le bâtiment. Demain, il y aura 1% des Français dans le bâtiment. Parce que toutes les maisons individuelles ou de petite taille seront imprimées. Et les centres commerciaux, les trucs de grande taille, on continuera à le faire avec les êtres humains. En bas, vous avez un pont à Amsterdam, vous voyez, qui est en train d'être imprimé. L'imprimante imprime le pont. C'est un pont pour les vélos, évidemment, pas pour les voitures, mais enfin quand même. L'imprimante imprime le pont derrière elle, vous le voyez ici. Là, vous voyez à Dubaï, le cheikh de Dubaï lui-même, qui sort rarement, hein, un homme important, il pose devant ce magnifique truc qui n'est pas en béton mais en plastique, qui a été imprimé par une imprimante 3D. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les bureaux chinois que je vous ai montrés, qui étaient 2 ans auparavant. Ça date d'il y a quelques mois, c'est l'été dernier. Et les Chinois ont réagi également en imprimant ça. Voilà, nous les Chinois disent ok, d'accord, on est capable d'imprimer une maison. Si Dubaï imprime des bureaux, nous on va imprimer une maison bien meilleure. Donc oui, ça va aller très 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 vite là aussi. Il y a des technologies qui arrivent de partout dans ce domaine. Regardez ça, j'ai trouvé ça aussi, c'est peu connu, ça s'appelle le Solar Sinter. C'est un jeune, on parle de vivre d'amour et d'eau fraîche. Et bien là, vous allez vivre de sable et d'énergie solaire. Pourquoi? Parce que Marcus Kaiser, qui est un jeune ingénieur anglais, a mis en place ce procédé. Regardez, il va dans le désert. Il s'installe dans le désert. Vous allez voir le procédé, il est là en fait. Vous voyez, il y a une lentille de Fresnel qui sert de concentrateur de la lumière du soleil sur une imprimante 3D. Il y a des panneaux solaires, il y a de l'électronique, il y a un tracker pour suivre la lumière du soleil. Et l'office, comme il dit, c'est la tente où il s'abrite du soleil pendant que son truc va fonctionner. Le truc se met en place, il suit la lumière du soleil, il va chauffer très très fort grâce à la lentille de Fresnel, il va chauffer très très fort le sable qui prend cette belle couleur bleu-verte que vous voyez maintenant. Et l'imprimante 3D va se mettre en place, une structure va apparaître, regardez bien, et à la fin de la journée, c'est très très chaud, donc il prend des gants, le truc continue à suivre le soleil, et à la fin de la journée, il va récupérer avec ses gants le fameux vase que je vous ai montré, qui va être fait entièrement avec du sable et de l'énergie solaire, et rien d'autre. Alors vous allez me dire, bon, c'est juste, il a fait un vase, mais c'est un prototype. Si vous prenez, il y a un brevet qui permet de faire maintenant des briques avec du sable du désert, alors qu'avant il fallait du sable de rivière. Vous voyez, il a fait le vase. Si vous prenez ce brevet et que vous rajoutez le Solar Sinter et l'imprimante 3D qui fait des maisons, vous allez faire des maisons. Vous voyez, il a fini sa journée, il vide son sable, il rentre chez lui. Mais bon, vous pouvez faire des maisons pour toute la planète avec du sable du désert. Vous voyez, là aussi, c'est le début de choses extraordinaires, mais vous savez peut-être déjà, certains d'entre vous, que ça va aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas de limite, regardez. Ça, c'est une oreille humaine. Ouais, on a imprimé une oreille humaine. Si vous perdez votre oreille, on peut vous l'imprimer. Alors, comment ça marche? Alors, ça marche avec une imprimante 3D qui est très différente. Notez-le, c'est très intéressant. Cette imprimante 3D qui imprime des oreilles est très différente de l'imprimante 3D qui imprime des maisons, qui est très différente de l'imprimante 3D qui imprime les mains du gamin. Donc, demain, il y aura quasiment autant d'imprimantes 3D qu'il y aura de catégories de produits sur Terre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y aura beaucoup d'entreprises. Les petites catégories se feront en imprimante 3D et les grandes catégories se feront évidemment dans les grandes usines. Ça, c'est très important de comprendre qu'en fait, tout va pas se faire comme ça. Le monde de demain va être un monde à la fois grand et petit, ce qu'on appelle un monde global et local. C'est pour Leslie et ses bras robots à $1 million, il n'y a pas d'autre solution que de faire des bras robots à $1 million. Mais pour le gamin qui est dans une situation qui est moins grave, pour le gamin, vous allez avoir un truc à $5. Voyez. De même, je vous ai montré la grande usine d'Elon Musk. Bon, d'accord, mais je ne vous ai pas parlé de Local Motors. Local Motors, c'est une entreprise, comme son nom l'indique, qui vend et fabrique des voitures localement aux États-Unis, dans 1000 endroits différents, et jamais plus de 6 voitures à la fois.
Alors comment ils font pour être rentables? Eh bien, ils les impriment. Faites Local Motors, ils ont des voitures entièrement imprimées en 3D, toutes les pièces de moteur, toute la carrosserie est imprimée. Ils ont même des minibus maintenant en impression 3D, avec différentes imprimantes. Et donc, la voiture est imprimée sous vos yeux. Vous contribuez à assembler votre propre voiture et vous partez avec. Donc, dans le monde de demain, il y aura la grande usine Maxi Machin avec 300 000 voitures et le petit truc local qui va faire 6 voitures à la fois. Vous aurez les mains du gamin à 5 $ et vous aurez les mains technologiques, les bras à 1 million. Oui. Et ça va être partout comme ça. Ça va être partout dans ce monde local, hein, où on va avoir à la fois des choses énormes et à la fois des choses particulières. Alors ici, l'oreille, ça marche comment? On prend en fait la peau, on prend votre tissu, un morceau de peau, on le met là, ici, on le cultive, et après ça vous prend les cellules une par une, ça les met sur une grille. Cette grille, on l'a greffée sur le dos d'une souris pour vérifier que ça marchait, parce que la souris devait envoyer ses vaisseaux sanguins. Après, on le greffe sur le dos d'un homme et sur la tête d'un homme, et c'est réglé. Donc, vous avez également une vertèbre cervicale, des vertèbres cervicales, vous les voyez ici à l'écran, qui ont été imprimées. C'est une impression 3D de vertèbres cervicales et qui ont été greffées sur un être humain qui avait un cancer des os. C'est très important, les vertèbres cervicales doivent être faites au millimètre près, vous savez, pour des raisons évidemment sinon on est paralysé, de colonne vertébrale. Et donc là, voilà, on a pu greffer des vertèbres cervicales l'année dernière, il y a moins d'1 an, imprimées en 3D. Donc ceci pour vous dire qu'encore une fois, ça va aller très 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 vite. Ça ne va pas toucher tout. Il va y avoir encore des gros business, des gros trucs, des gros machins, mais l'imprimante 3D, je dis, c'est une révolution incroyable parce que ça va donner du pouvoir aux gens. Des tas de choses que les gens ne pouvaient pas s'acheter ou ne pourront plus s'acheter, eh bien, ils vont les imprimer. Et ça va changer beaucoup de business, mais ça va donner beaucoup de pouvoir aux gens. Et c'est une bonne nouvelle avec la nouvelle suivante, qui est ce qu'on appelle le smart grid, le réseau intelligent. Le réseau d'électricité intelligent, c'est le 4e Internet qui n'est pas encore là. Alors, il y a des gens comme Rifkin qui vous disent que c'est pour 2030 à peu près, mais moi, je ne donne pas de date. Je suis un prospectiviste Jurassic Park. Mais il y a des gens qui disent que ça va même arriver plus vite. Mais il y a déjà des tests là-dessus. Mais 2030, c'est l'année où Rifkin annonce que l'électricité que vous ferez chez vous sera moins chère que l'électricité que vous vendra EDF. Et ça, c'est une révolution inimaginable. Parce que l'énergie, c'est le pouvoir. Regardez le poids du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Tout le monde s'en foutrait, sans vouloir être méchant avec eux, s'ils n'avaient pas les premières réserves de gaz et de pétrole de la planète. Et parce qu'ils ont les premières réserves de gaz et de pétrole de la planète, ils peuvent acheter n'importe quoi sur Terre. Bon, eh bien, là, donc, l'énergie par le peuple, ce serait le pouvoir au peuple. C'est ça la révolution. Alors regardez, j'ai mis par exemple une bagnole électrique là, au centre de ce réseau intelligent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 100 000 bagnoles électriques en France, mais demain, il y en aura 5 millions. Imaginez que 5 millions de voitures électriques, 5 millions de voitures électriques rentrent à 19h à la maison. Elles se connectent au réseau, tenez-vous bien, non pas pour se recharger, mais pour vendre l'énergie électrique résiduelle de leur batterie. Et vous savez quoi? 5 millions de voitures électriques qui se connectent au réseau, ça remplace 2 centrales nucléaires. C'est ce qu'il faut retenir du monde de demain. Small is powerful. On disait avec Schumacher, ce fameux ouvrage bien connu, Small is beautiful, des années 70, qui prenait le contre-pied justement de la massification de l'époque. C'était un visionnaire. Mais moi je dis Small is powerful si small est en réseau. Et oui, un ordinateur comme ça en réseau avec un millier d'autres ordinateurs est plus puissant pour faire certains calculs que les plus gros ordinateurs de la planète qui valent 200 ou 300 millions de $. La NASA a recours à un réseau d'ordinateurs comme ça, bénévoles dans le monde entier, pour détecter une tentative de détecter les signaux extraterrestres qui arrivent tous les jours. Il y a tellement de signaux qui arrivent de l'espace, parce que toutes les étoiles émettent des signaux, que trouver un éventuel signal intelligent, c'est pire que chercher une aiguille dans une botte de foin. Les plus grands ordinateurs de la planète ne peuvent pas le faire. Eh bien, la NASA a un petit programme qui s'appelle SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence at Home, à la maison. Il faut télécharger ça, c'est comme un virus qui va se connecter au site de la NASA, télécharge un peu de données et c'est traité et c'est renvoyé sur le temps de veille de votre ordinateur. Donc ça ne vous coûte rien. Et donc ça permettra un jour peut-être de détecter un signal extraterrestre et ce sera avec un ordinateur comme celui-là et non pas avec les plus gros ordinateurs de la planète. Donc small is powerful si small est en réseau. Et ça c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Alors cette énergie électrique, il faudra la faire. Bon, ça c'est un prototype, vous avez tous entendu parler, l'arbre à vent, c'est pas encore très rentable, ça ne marche pas forcément encore bien, mais il est évident que ça va se développer. Chaque feuille, comme vous le savez ici, est une mini-turbine qui fait de l'électricité à partir de 7 km/h de vent. Et le grand avantage de ça, c'est qu'on peut en mettre partout dans les rues, au lieu d'avoir effectivement une éolienne qui fait 60 mètres de haut et que vous ne pourrez jamais évidemment mettre en paysage urbain ou
ou même dans un village. Tandis que ça, vous pouvez le mettre un peu partout. Alors, ce sont des choses qui vont s'améliorer. EDF vend déjà ça, regardez. EDF vous vend déjà le tournesol intelligent, la Smart Flower. C'est en fait un panneau solaire, c'est bien, mais vous savez que ça prend le soleil au maximum qu'1 heure par jour. Bah oui, le soleil, ça tourne quand même, ça vous le savez. Donc le panneau solaire, il est en face du soleil pendant 1 heure au maximum. Le reste du temps, la lumière arrive de côté. Donc l'idée, c'est que vous suivez tout simplement le soleil, mais comme un tournesol. Hein. C'est du biomimétisme, l'arbre à vent, c'est du biomimétisme, et le tournesol solaire aussi. Donc ce genre de choses qui existent déjà vont se développer. Un jour, je ne sais pas quand, l'électricité que vous ferez avec ces trucs-là sera moins chère que l'électricité qu'EDF vous vend, et ce sera une révolution. Et donc à ce moment-là, les gens voudront évidemment s'échanger cette énergie. Alors vous n'avez pas de vent à Paris, mais vous avez du vent dans la Beauce, et vous n'avez peut-être pas de soleil dans la Beauce, mais vous avez du soleil à Paris. Donc il faudra mettre en place un réseau intelligent, le Smart Grid, qui va permettre justement d'échanger, de faire cet échange d'énergie entre particuliers. Donc résumons où on en est arrivé à la fin de cette deuxième partie. On va maintenant faire une petite pause après pour vous travailler sur cette avalanche de nouveaux concepts. Regardons bien ce qui se passe. Déjà, il y a l'Internet que tout le monde connaît. C'est l'Internet de l'optimisation des biens. Ça augmente énormément le pouvoir du consommateur pour des formes de désintermédiation. La désintermédiation. On dit parfois que Internet attaque toutes les rentes de situation. Justement, vous avez une rente de situation parce que vous êtes intermédiaire de quelque chose, et bien voilà, vous êtes attaqué. C'est le concept, je ne vais pas développer, mais vous connaissez, pour certains d'entre vous, doivent bien connaître Oussama Hamar, pas très loin d'ici. Il y a Deux Family, qui est un incubateur de start-up, et il y a sa fameuse vidéo. Alors lui, il est un peu plus agressif que moi. Je l'ai vu devant 3700 chefs d'entreprise dire, de toute façon, vous êtes déjà morts. Vous ne le savez pas, mais vous êtes déjà morts, vous, les chefs d'entreprise. Parce que nous, les barbares, on a déjà attaqué. S'appelait Oussama et se présentait comme un barbare, faut oser. Et donc, en fait, il dit, voilà, et les barbares, c'est quoi? Vous avez le site de Deux Family. Il vous explique que les barbares attaquent tout. Les barbares attaquent la finance, les barbares attaquent le tourisme, les barbares attaquent l'agriculture, les barbares attaquent l'éducation. Attaquer en barbare, ça veut dire justement, Airbnb, c'est évidemment un barbare de l'hôtellerie, comme Uber est un barbare du taxi, et ainsi de suite. Mais il y a des dizaines, des centaines d'autres barbares qui attaquent dans tous les sens. Par exemple, le barbare en chef, dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais c'est exceptionnellement intéressant de voir sa stratégie, c'est Elon Musk. Il a attaqué en barbare la notion même de paiement avec PayPal. Ensuite, il a attaqué en barbare l'industrie du spatial avec un truc que personne ne pensait qu'il pouvait concurrencer la NASA et Ariane Espace avec 100 fois moins de budget. C'est SpaceX, et il est en train de réussir. Ensuite, il attaque en barbare l'industrie automobile avec Tesla. Il attaque en barbare le transport avec l'Hyperloop. C'est le barbare absolu. Tout ce qu'il fait, c'est un barbare. C'est un barbare qui vient tuer les rangs. Il veut tuer le TGV, il veut tuer Renault et General Motors, il veut tuer la NASA, il veut tout. Ouais, c'est le barbare en chef. Donc ça c'est très important de comprendre que dans un monde où il y a toutes ces révolutions, eh bien, il y a un changement global dans le business, et donc vous avez effectivement, cette désintermédiation qui permet, l'attaque des barbares, et 2, le pouvoir aux gens de s'échanger des biens qui ne pouvaient pas s'échanger avant. On va y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie sur l'économie. Ensuite, vous avez l'Internet des objets connectés à Internet, qui est une révolution à la fois pour le process dans les entreprises, pour la gestion des colis, pour la gestion des stocks, pour tout, et vous avez cette révolution qui va être la révolution chez les particuliers de l'Internet des objets. On sera entouré de nuages d'objets communicants du genre le frigidaire appelle la voiture, le climatisateur appelle le frigidaire, et ainsi de suite. Vous voyez, donc ça, c'est l'Internet des objets connectés à Internet qui pose la question de l'homme connecté à Internet, comme vous l'avez vu avec Leslie et ses bras robots, comme vous l'avez vu avec les drones de l'université du Minnesota contrôlés par la pensée. Mais l'étape suivante, c'est évidemment la robotisation. Jusqu'où iront les machines? Jusqu'où ira l'intelligence artificielle? C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. C'est une question dont la réponse est pragmatique. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Certaines personnes comme moi, s'inscrivant justement dans la ligne de ce que Vincent a mentionné, mon premier livre, Notre existence a-t-elle un sens? Dans ce livre, j'explique pourquoi je crois qu'il y a dans l'homme quelque chose qu'aucune machine ne pourra jamais imiter. Je crois cela. Mais je peux me tromper. La première chose à faire pour un bon prospectiviste, c'est de se poser la question, est-ce que je ne me trompe pas?
et d'être ouvert. Si je me trompe, les gens du transhumanisme peuvent avoir raison, les gens comme Ray Kurzweil, qui veulent justement dire que l'homme va fusionner avec des machines, et que donc l'homme va disparaître sous sa forme actuelle, pas seulement parce qu'il aura des bras robots, mais parce qu'il fusionnera avec une machine. Et donc ça, c'est un enjeu très important du XXIe siècle, à surveiller, j'y reviendrai en conclusion, jusqu'où va aller l'intelligence artificielle. Tout ce qui est automatisable sera automatisé. Donc quelle place il reste pour l'homme? J'ai une bonne nouvelle, je vous le dirai tout à l'heure dans la troisième partie. Pour les managers, il y a au moins 2 choses qu'aucun robot ne fera à votre place. Mais bon. Mais beaucoup d'autres choses que vous faites aujourd'hui, ben là j'ai eu une annonce il y a quelques jours, on a annoncé que l'intelligence artificielle d'IBM s'appelle Watson, qui est déjà championne du monde d'un jeu qui s'appelle Jeopardy, qui est un jeu de culture générale, pas un jeu comme les échecs ou le Go, où le truc de Google est déjà champion du monde, comme vous l'avez vu. Eh bien, Watson donc, remplace 34 personnes dans une compagnie d'assurance japonaise. On a licencié 34 personnes pour les remplacer par l'intelligence artificielle de IBM Watson. Donc ça, c'est des annonces, vous allez voir de plus en plus. Donc jusqu'où va l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui en nous n'est pas justement automatisable? Il faut chercher des pistes pour cela. J'ai une piste aussi, le fait de se tromper, le fait d'être irrationnel. Je ferai ici recours à la science-fiction pour rassurer un petit peu. Matrix, pour ça, c'est fondamental comme film. Le meilleur, c'est Matrix 1, mais regardez le Matrix 2. Pour ceux qui ont vu Matrix 2, c'est en fait, le film se résume en une phrase. Comment faire un choix libre dans un monde où la liberté n'existe plus? C'est ça Matrix 2. Comment faire un choix libre dans un monde où il n'y a pas de liberté? Eh bien, la réponse est donnée par le héros au moment où il rencontre le fondateur du système, une espèce de super intelligence artificielle qui s'appelle l'architecte. Et l'architecte lui explique que lui-même, en fait, n'est qu'un système de contrôle intégré au système. Il se croyait être un rebelle révolutionnaire, héroïque. Pas du tout. Il est juste un système de contrôle supplémentaire et on lui explique qu'en fait, sa fonction, c'est de calmer les êtres humains en croyant que les êtres humains peuvent se révolter, mais en fait, ils ne peuvent pas du tout. Et donc, on lui explique, ben voilà, tu prends la porte de droite et il n'y a plus d'humanité, l'humanité disparaît. Tu prends la porte de gauche, et ben, tu vas quand même refonder une humanité avec 20 personnes et on repart pour un cycle de plus. Et donc le choix est évident, mais lui, il a découvert l'amour, il est amoureux, et donc s'il prend la porte normale, et bien, la femme qu'il aime va mourir. Et bien, il prend la porte de droite, à la grande surprise évidemment de l'architecte qui n'a pas conçu ça. C'est un choix totalement irrationnel et c'est ça qui va sauver l'humanité. Je vous laisse voir Matrix. Donc c'est peut-être aussi ça aussi, le fait que l'homme est imprédictible qui peut faire la différence avec la machine. Mais bon, je termine là-dessus pour dire que donc, après, vous avez l'Internet des objets fabriqués par Internet, et ça fait partie des bonnes nouvelles. Ça fait partie des bonnes nouvelles, ça va détruire plein de jobs, oui, mais ça va donner plein de pouvoir à plein de nouvelles catégories de personnes, hein, et dans plein de pays différents, et pas forcément dans des pays riches. Donc ça, c'est l'Internet des objets fabriqués par Internet, et l'Internet de l'énergie, quand on va s'échanger de l'énergie, comme on s'échange des emails. Donc voilà quelques-unes des révolutions énormes, mais aussi des potentiels énormes qu'il y a pour le monde de demain, et donc je vous laisse réfléchir.